sommes de retour sur la télévision Courbevoie, au cœur de la journée portes ouvertes de l'Université de Lille. Et nous allons désormais parler de l'accès aux études de santé et ensuite des formations et débouchés des filières pharmacie et maïeutique. Alors, pour l'accès aux études de santé, je suis accompagné de Monsieur Laurent Amselem, qui vous êtes... bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'Université de Lille, à l'UFR 3S, sur la réforme du premier cycle des études de santé. Et également de Valentin Roussel. Bonjour. Bonjour. Tu es vice-doyen étudiant à l'UFR 3S. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet concernant l'accès aux études de santé. Et je vous dirais que depuis quelques années, il y a eu du changement, n'est-ce pas, monsieur Amselem? Alors, effectivement, la réforme du premier cycle des études de santé, elle est entrée en vigueur durant l'année universitaire 2020-2021. Donc, on est là dans la 4e année de cette réforme. Donc, c'est un système qui commence maintenant à être sur des rails, à bien tourner. Et ce système, une des caractéristiques de ce système, c'est que désormais, il y a 2 voies d'accès pour entrer en études de santé. Ces 2 voies d'accès, elles sont différentes, elles ne sont pas équivalentes et dans les contenus et, on va dire, dans la philosophie de ces études. Ces 2 voies d'accès, c'est, je ne sais pas si on voit les diapos à l'écran, donc on peut passer une diapo. Effectivement, ces 2 voies d'accès, c'est le PASS. Donc le PASS, c'est l'acronyme du parcours accès spécifique santé. Donc c'est des études qui sont clairement orientées pour entrer en santé. Elles ont vocation à amener vers des études de santé. Et la 2e voie d'accès, c'est des LAS, qui correspond à l'acronyme licence accès santé, donc qui fonctionne comme une licence, mais dont le but, finalement, c'est d'intégrer également les mêmes études de santé ultérieurement que le PASS. Alors, ces 2 voies d'accès, elles sont imaginées en symétrique l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on a un bloc disciplinaire, qui est clairement le cœur de la formation. Donc ça, c'est 80% de la formation et les 20% restants, c'est une ouverture. Alors, en ce qui concerne le PASS, l'ouverture, c'est sur quoi amèneraient ces études si jamais, ce que personne ne souhaite, si jamais on n'arrive pas à intégrer la 2e année des études de santé. Ce qu'on appelle DFG2, c'est l'acronyme de diplôme de formation générale de 2e année. Donc, on a 20% du PASS qui est une ouverture si jamais on n'intègre pas cette 2e année. Et puis, de manière symétrique, pour les LAS, les 20% de la formation correspondent à de la formation en santé qui prépare justement à l'intégration de ces 2e études de santé. Alors, ces 2 types de voies d'accès différentes pour arriver en 2e année, elles sont pensées différemment. Mais elles sont équivalentes. Il n'y a pas de voie royale pour entrer en études de santé. Notamment, les étudiants, qu'ils soient en PASS ou en LAS, au cours de leurs premières années d'études, ils peuvent utiliser 2 candidatures pour accéder en études de santé. Un étudiant en PASS n'a pas le choix. Quand un étudiant est en PASS, il a l'obligation d'utiliser sa candidature. Son inscription en PASS vaut obligation d'utiliser sa candidature. Alors qu'un étudiant en LAS, il peut se prononcer jusqu'à la fin février pour déposer ou non sa candidature. Pourquoi fin février? Parce que ça veut dire qu'il candidatera pour entrer en études de santé à la lumière de ses résultats de premier semestre. C'est-à-dire qu'en fonction de comment a démarré son année, à la lumière de cette information, il décidera s'il peut candidater ou pas. S'il ne candidate pas, il passe son année de LAS normalement et il progresse dans ses études, c'est-à-dire il ira en 2e année de LAS ou en 3e année de LAS, par exemple. Bon. Et puis, à la fin, que vous ayez effectué un PASS ou une LAS, vous vous retrouverez de toute façon en 2e année pour les filières que vous avez intégrées, vous vous retrouverez dans les mêmes amphis. C'est-à-dire un étudiant de PASS ou de LAS, cette étiquette s'efface une fois que vous êtes en 2e année. Et justement, il y a une question qui revient très souvent, c'est de savoir s'il y a toujours un concours dans le cadre de cette réforme. Alors, oui et non. Le concours, tel qu'on le connaissait avant cette réforme, il n'existe plus. Avant, c'était une épreuve, enfin, c'était des épreuves, et puis voilà, il y avait un seuil au-dessus duquel on était admis, au-dessous duquel on n'était pas admis. Désormais, ce concours, il porte plus ce nom, mais il ne faut pas se mentir, ça reste sélectif. Alors, si on voit effectivement cette diapo qui passait tout à l'heure, cette admission en 2e année, elle se passe en 2 temps.
Premièrement, vous avez les admissions du premier groupe. Les admissions du premier groupe, c'est pour les étudiants qui ont particulièrement bien réussi leur examen et qui, eux, sont admis d'emblée dans les filières auxquelles ils ont postulé. Vous savez, il y a 5 filières en études de santé. Ce qu'on appelle MMOPK, c'est les initiales de ces filières: médecine, maïeutique, qui sont sages-femmes, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Et puis, vous avez également pour les étudiants alors, qui ont quand même réussi leurs examens, mais on va dire qu'ils sont dans une zone grise, c'est-à-dire moins bien que les admis du premier groupe, ils sont admissibles, c'est-à-dire qu'ils pourront être admis à l'issue de passages d'oraux, qui sont des mini-entretiens. Il y en a 4 à l'Université de Lille, qui sont des oraux qui évaluent les candidats, mais sur des contenus autres qu'académiques. C'est-à-dire que l'objet de cette admission de deuxième groupe, c'est de laisser l'académique de côté et de réellement aller chercher dans les qualités humaines des candidats pour voir si vraiment ils sont faits là-dessus. Ils ont la fibre pour ces métiers-là. Et donc, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà, pour être admissible en deuxième année, il faut réussir son année en première session d'examen. Donc, si vous n'avez pas validé l'intégralité de votre année en première session, vous ne pouvez pas rentrer en deuxième année de santé. Et que vous comprenez bien qu'il y a moins de places que de personnes qui veulent rentrer dans les filières. Donc, oui, ça reste un concours. À partir du moment où vous ne pouvez pas prendre toutes les personnes qui valident un examen, ça reste un concours puisqu'il y a un classement et les filières se remplissent par ordre de classement décroissant. Donc effectivement, ça reste un concours. Et justement, on va peut-être se projeter un petit peu sur l'année prochaine, sur la partie de la rentrée. Comment s'est organisé justement PASS et LAS à l'Université de Lille aujourd'hui? Alors, j'avais prévu votre question. Et donc, on peut voir sur cette diapositive voilà, comment ça se passe, les entrées en deuxième année de santé. Donc, cette deuxième année de santé, comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle donc DFG2, le diplôme de formation générale de deuxième année. Et vous intégrez donc cette deuxième année parmi... une filière parmi les 5 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous avez les différents pourcentages d'accès en DFG2. Donc, les étudiants en PASS vont remplir cette deuxième année à hauteur de 49%. Les étudiants en LAS 1 vont rentrer en DFG2 à hauteur de 15% de la contenance de DFG2. Et les étudiants de LAS 2 et LAS 3 à hauteur de 30%. Alors, ce 30%, ça ne veut pas dire nécessairement 15% dédié au LAS 2 et 15% dédié au LAS 3. Ça, c'est le jury d'admission qui décide sur ces 30% de remplissage de DFG2 combien il alloue pour les années de LAS 2 et combien il alloue pour les étudiants de LAS 3. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le PASS ou les LAS ne se redoublent pas. C'est-à-dire que, effectivement, même si vous n'avez pas validé, si vous n'accédez pas en DFG2 et que vous avez quand même validé votre PASS, eh ben, vous allez rentrer en deuxième année de LAS. En deuxième année de LAS, c'est-à-dire que vous progressez dans vos études, et ça aussi c'est un point fort de la réforme, c'est que avant la réforme, quand vous avez validé votre PASSES et que vous n'aviez pas intégré cette deuxième année, ben, c'était très incertain en fait. Il n'y avait rien vraiment de prévu pour vous. Là, en fait, vous rentrez en deuxième année de LAS, dans la LAS pour laquelle vous avez préparé votre ouverture. Donc, l'UE d'ouverture, quand vous êtes en PASS, elle est très importante parce qu'elle va conditionner la poursuite de vos études. Et en LAS 1, comme vous le voyez sur cette diapositive, pareil, si vous avez validé votre LAS 1, y compris en deuxième session, et ce que je dis, c'est également pour le PASS, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des deuxièmes sessions, même pour les PASS. Vous pouvez valider votre PASS ou votre LAS en deuxième session, vous progressez dans vos études et après, vous pouvez utiliser votre deuxième candidature. Et donc, vous pouvez comme ça progresser dans vos études pour ensuite pouvoir intégrer des FG2, donc 2 candidatures pour les étudiants. Alors, en tant que lycéen, là, aujourd'hui, on est en plein dans les dossiers Parcoursup. Quelques petits conseils, peut-être, vous avez à nous donner, Monsieur Laurent Amselem, pour les candidatures Parcoursup? Alors, oui. Déjà, la première question, c'est quand on est sur Parcoursup, vers quoi je vais plutôt m'orienter, PASS ou LAS? Alors, il faut savoir que c'est 2 voies d'accès qui sont différentes dans la philosophie.
Comme je le disais tout à l'heure, le PASS, c'est clairement des études qui sont dédiées à l'entrée en études de santé. Le rythme est vraiment très fort, très important. À l'Université de Lille, il y a environ, on va dire, 1400 étudiants de PASS. Donc, il y a une forte compétition et c'est clairement des études très demandeuses en effort. Des études de l'AS, c'est des licences accès santé. Donc ces licences accès santé, vous pouvez choisir, et l'Université de Lille, elle offre un vaste choix sur ces différentes LAS. Comme vous le voyez sur cette diapositive, vous avez des LAS de SVT, par exemple, vous avez des LAS de physique, de chimie, mais pas nécessairement des LAS à vocation scientifique. Vous avez des LAS d'économie, une LAS de gestion, par exemple, de sociologie, etc. Donc, vous pouvez rentrer en deuxième année de santé en faisant une LAS, par exemple, d'économie. On admet des gens qui ont fait une LAS d'économie. Mais il faut savoir que rentrer dans des études de santé, ça reste quand même faire de la science. On ne peut pas imaginer faire des études de santé si on n'a pas au moins une affinité en science. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être conscient. Il faut être conscient de ça. Merci, Monsieur Amselem. Eh bien, vous êtes accepté sur Parcoursup. Projetons-nous un petit peu. Félicitations. Et là, c'est à Valentin Roussel que je vais m'adresser. Vous êtes vice-doyen de l'UFR 3S, UFR des sciences de la santé et du sport. Et il paraît que vous avez un petit système de tutorat à nous présenter. Alors oui, tout à fait. Donc le tutorat en PASS-LAS, comment ça fonctionne? Donc déjà, il a été particulièrement développé grâce au projet Corpus. Donc c'est communauté apprenante pour la réussite dans le parcours universitaire en santé. Donc ce tutorat, c'est mis en place par les associations étudiantes en lien direct avec les enseignants de la faculté et de l'université, et le tout encadré, donc bien sûr, par l'université, par l'UFR 3S. Donc ce tutorat, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est un encadrement par des étudiants d'année supérieure, donc des 5 filières MMOPK comme M. Amselem les a présentés, donc surtout des deuxième, troisième années. Et pendant ce tutorat, donc, il va y avoir différents temps forts, donc, des séances qui vont permettre de retravailler le cours, de s'entraîner aux différentes dosymologies d'examen, que le tuteur transmette aussi tous ses petits conseils, ses petites astuces mémotechniques, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un échange qui se met en place entre les étudiants tutorés et le tuteur. Le tuteur permet aussi de faire un lien direct avec l'enseignant, puisqu'évidemment, quand on est dans des grandes promotions, c'est compliqué. Donc le tuteur fait ce lien aussi. On propose des examens blancs de façon régulière pour s'entraîner au maximum aux différentes questions d'ici les examens. Un gros examen blanc aussi en fin de semestre pour vraiment se mettre une dernière fois dans les conditions. Et un petit stage de pré-rentrée fin août pour donner toutes les clés aux étudiants en fait, pour qu'ils puissent s'adapter le plus rapidement possible dans les meilleures conditions à leur nouvelle vie d'étudiant dans l'enseignement supérieur en PASS comme en LAS. Donc ça concerne uniquement les matières de santé, donc la majeure en PASS, la mineure en LAS. Donc ce qui est hyper important à souligner ici, c'est qu'on travaille évidemment dans l'université, encadré par les enseignants qui font les cours et qui feront les examens. On travaille vraiment main dans la main avec eux, donc ça c'est la grosse plus-value de ce tutorat. Donc pour avoir des ressources qui sont vraiment en cohérence totale avec ce qui est attendu des étudiants. Peut-être petit point de vigilance aussi concernant cette offre qui est proposée via le tutorat à l'université, c'est qu'il ne faut absolument pas recourir à des préparations en amont, notamment après le bac, les fameuses P0, les années 0, elles ont différents noms, tout simplement parce que le risque c'est de se déclasser de Parcoursup. Donc surtout, ne pas faire d'année blanche, d'année 0 après le bac pour préparer sa PASS-LAS. Privilégier des accompagnements qui sont soutenus et validés par les enseignants, tels que le tutorat de PASS-LAS. Merci Valentin. Vous êtes en 5e année, il me semble, tout va bien. Oui. Vous avez déjà une petite idée de... Pour l'instant, rien n'est précisément défini. Je me laisse encore un petit peu de temps pour m'orienter vers l'aspect. Eh bien, on vous souhaite tout le succès en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Monsieur Amselem. Merci Valentin pour votre participation à ce plateau. Et nous allons faire un peu de magie. On va changer de plateau. Donc, je vais vous inviter à rejoindre le public et je vais appeler les collègues de la formation, des formations en pharmacie et maïeutique qui vont s'installer sur le plateau. Donc voilà, donc là on accueille Mounira Hamoudi. Installez-vous. Donc Mounira Hamoudi, vous êtes maître de conférence à l'UFR 3S, donc UFR des sciences de la santé et du sport, en pharmacie, et vous êtes responsable de la filière industrie recherche.
On a aussi Anaëlle Duchemin, qui est étudiante en 5e année de pharmacie, toujours en filière industrie de recherche et représentante du projet POP. Donc le projet POP, c'est le projet d'orientation professionnelle. Et on a également Madame Frédérique Dereux, qui vous êtes directrice de l'école de sage-femme du CHU de Lille. Et Zoé Kopp, vous êtes étudiante en 4e année d'études des sages-femmes et présidente de l'association des étudiantes sages-femmes de Lille, l'AESFL. On donne plein de sigles aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les sigles. En fait, j'essaie de les traduire à chaque fois, mais je peux des fois oublier. Mounira, bonjour. Bonjour. Eh bien, on va d'abord commencer par un petit zoom sur la faculté de pharmacie, et où on pense souvent que c'est le métier en officine, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous présenter la faculté et les différents métiers? Bien sûr, oui, On y avec apprend. plaisir. Donc aujourd'hui, avec Anaëlle, on a vraiment l'honneur et le plaisir de présenter les métiers, mais également les études de pharmacie. Donc la faculté de pharmacie est présente donc sur le campus hospitalo-universitaire. N'hésitez pas à rejoindre nos équipes sur place pour la journée porte ouverte. On aimerait vraiment faire un focus sur les métiers de la pharmacie, parce que comme vous le dites, souvent, on a l'impression que le métier de pharmacien est uniquement à l'officine. Donc il faut savoir que de par sa formation pluridisciplinaire, le pharmacien peut exercer à différents endroits, notamment s'il choisit la filière courte, il peut aller donc en officine ou en industrie. Alors, s'il va en officine, ça va être vraiment le garant. Il va s'occuper. Anaëlle, tu peux mettre la diapo juste d'avant, voilà. Avant, voilà. Donc, s'il choisit l'officine, c'est vraiment le professionnel de santé de proximité qu'on connaît, qui a pour mission donc la dispensation et le bon usage du médicament, qui intervient également dans tout ce qui est santé publique, donc le dépistage, notamment avec la Covid-19, la prévention avec la vaccination. On retrouve également les pharmaciens donc, dans l'industrie, donc, qui est le garant de la qualité et de la sécurité du médicament, et ça aux différentes étapes du cycle de vie du médicament. Ça commence par la recherche et les développements, les essais cliniques, la mise sur le marché avec la réglementation, la production à l'échelle industrielle en respectant les normes qualité, jusqu'à la commercialisation et la promotion du médicament. Si l'étudiant a envie plutôt d'exercer un métier donc, de biologiste ou d'hospitalier, donc en choisissant la filière internat, la filière plus longue, il peut exercer soit en tant que biologiste médical, donc dans un laboratoire de biologie médicale dans le privé ou dans le public, hein, comme dans un centre hospitalo-universitaire par exemple, et il sera responsable de réaliser et ou de superviser les analyses biomédicales. On retrouve également le pharmacien à l'hôpital avec des métiers multidisciplinaires et des missions diverses et variées, centrées donc sur la qualité et la sécurité des soins et du traitement au plus proche du patient. Donc, en quelques mots, si vraiment vous avez envie d'en savoir plus sur les métiers de la pharmacie, je vous invite à visionner le replay de l'émission À vous le sup, qui a été dédiée pendant plus d'1 heure aux différents métiers de la pharmacie. Donc, c'est sur la chaîne Twitch À vous le sup. Exactement. Voilà. Sinon, on a également donc sur la chaîne YouTube, cette fois UFR3S, vous pouvez trouver des témoignages d'anciennes étudiantes de notre faculté qui présenteront donc leurs différents métiers. Il y a également l'Ordre national des pharmaciens qui a fait une campagne remarquable pour promouvoir donc, les métiers de la santé. Donc, comment y arriver? La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Quelles sont les différentes formations diplômantes? Tout à fait. Donc, alors, après la première année d'études de santé, l'étudiant peut... soit il a envie d'aller vers des filières courtes, donc la filière industrie-recherche ou la filière officine, ou alors vers une filière plus longue qui est la filière internat. Dans tous les cas, il y aura une formation qu'on appelle formation commune de base ou premier cycle qui est commun à tous les étudiants. Et à l'issue, donc, en 4e année, l'étudiant a la chance d'effectuer donc son choix de filière. Il ira soit en filière officine, industrie ou internat, grâce à un accompagnement que présentera Anaëlle. Et pour ceux qui choisissent la filière courte, donc c'est 6 années d'études, ça passe très très vite. La dernière année, une spécificité pour la filière industrie-recherche, c'est souvent un master 2 sciences du médicament. Ça peut être un double diplôme ingénieur-pharmacien dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et alors, si l'étudiant s'oriente plus vers les métiers, donc biologie médicale ou de pharmacie hospitalière, il devra réussir un concours en plus. En 5e année, c'est le concours de l'internat, c'est au mois de décembre de la 5e année, pour pouvoir se spécialiser vers ces filières.
Justement, Anaëlle, vous avez peut-être quelques mots à nous donner. Vous êtes responsable du projet POP, donc projet d'orientation professionnelle. On peut vous laisser vous présenter un petit peu ce projet. Bonjour, je suis la référente du projet d'orientation professionnelle, le POP. C'est une équipe d'étudiants et d'enseignants référents qui accompagnent les étudiants tout au long de leur cursus en pharmacie, donc dès la 2e année jusqu'à le choix de filière en 4e année. Ce sont des études qui sont extrêmement professionnalisantes avec des stages à partir de la 2e année, des TP, donc des travaux pratiques, mais également des mises en situation au travers de jeux sérieux, notamment des cas pratiques. Et nous avons aussi la chance à la faculté de pharmacie d'avoir une association étudiante qui organise divers événements à la faculté pour promouvoir les différents métiers au travers de forums sur les différentes filières chaque année. Et aussi des activités plus ludiques telles que la revue des after-work. Je vous invite fortement à rejoindre cette filière. Une vie de campus qui est aussi dense à la faculté de pharmacie. On voit quelques images de vos événements sur l'écran. Ça donne envie de venir voir ce qui s'y passe. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos présentations. Et on va passer du coup à la maïeutique avec Frédérique Dereux. Vous êtes directrice de l'école de sage-femme du CHU de Lille, qui se situe à l'Institut Gernaise-Rieu, si je ne m'abuse. Tout à fait. Je fais un petit coucou aux collègues du CHU parce que je suis un ancien aussi du CHU. Donc, je suis très heureux de vous recevoir aussi aujourd'hui. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la maïeutique, justement? Bien sûr. Alors, justement, l'école de sage-femme est encore une école hospitalière qui dépend du CHU de Lille, mais les étudiants sont bien sûr étudiants de l'Université de Lille, puisqu'ils arrivent dans la formation en maïeutique après cette année de PASS ou de LAS. Donc, pourquoi vous parler en quelques mots de la profession de sage-femme et des études de sage-femme? C'est que c'est un métier qui est en pleine évolution. Qui n'est pas forcément très bien connu, déjà connu en tant que profession médicale au même titre que les professions de médecins, pharmaciens et dentistes. Et donc, la sage-femme a 2 domaines vraiment spécifiques d'activité. C'est le suivi de la grossesse, la prise en charge de l'accouchement, le suivi des suites de naissance et aussi un deuxième pan de son activité qui est la gynécologie, donc le suivi gynécologique et de contraception de la femme tout au long de la vie. Ce sont des compétences qui ont été augmentées au niveau de la profession depuis 2019 et qui, de ce fait, a beaucoup modifié l'activité des sages-femmes, notamment en développant l'activité libérale. Il faut savoir que les sages-femmes travaillaient majoritairement à l'hôpital et depuis justement ce nouveau versant de prise en charge des femmes tout au long de la vie sur leur suivi gynécologique, de prévention et de contraception quand elles sont en bonne santé, l'activité libérale s'est énormément développée. On pense même qu'actuellement les sages-femmes ont une activité libérale à hauteur de 35% dans la profession. On pense que d'ici 2050, on va arriver à même 70% d'activité libérale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Après, c'est une profession qui est jeune, qui est encore majoritairement féminine, mais les hommes s'intègrent très très bien. Et donc on a différents types d'activités hospitalières, en libéral, en protection maternelle et infantile. Il y a des sages-femmes qui s'orientent vers l'enseignement, d'autres qui deviennent sages-femmes coordinatrices en maternité. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui se lancent dans la recherche, qui continuent avec des doctorats. Et donc ça, il y a vraiment une évolution très importante de cette profession. Effectivement, on le voit, le métier ne permet pas que de travailler à l'hôpital. Voilà. Et il recouvre un certain nombre de domaines d'activité que vous allez nous présenter du coup. Tout à fait. Et donc, l'avantage de ce métier, c'est qu'il associe donc des soins techniques, la réalisation de l'accouchement. Pendant la grossesse, les sages-femmes qui sont diplômées en échographie vont réaliser toutes les échographies du suivi de grossesse. En gynécologie, les sages-femmes vont poser des stérilés, des implants. Il y a cet aspect d'accompagnement relationnel
relationnel, puisque les sages-femmes interviennent quand même dans des moments clés de la vie des femmes et des couples et des parents. Donc ça nécessite aussi d'avoir de grandes compétences relationnelles. Et puis, étant une profession médicale, on est dans une démarche de diagnostic, de prise en charge, de prévention. Et donc la maïeutique recouvre un certain nombre de disciplines qu'on voit là à l'écran et qui correspondent globalement au socle de connaissances qui vont être développées pendant la formation. Alors, concernant la formation, ce sont des études qui sont passées à 6 ans depuis une loi de 2023. Les étudiants qui vont rentrer à l'école de sage-femme à la rentrée 2024 donc, feront 5 ans en école de sage-femme après l'année de passe qui est considérée comme la première année de maïeutique. Et donc, ces étudiants sortiront donc en 2029 avec un titre de docteur en maïeutique après avoir soutenu une thèse d'exercice. Et donc, c'est l'identification d'un 3e cycle court qui permettra aussi aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir aller plus facilement vers la recherche. Voilà Merci en quelques beaucoup. mots. Merci beaucoup. Et du coup, la formation se déroule à l'Institut Gernez Rieu, Tout à en fait. plein cœur du CHU de Au Lille. plein cœur du CHU. Je me rappelle du self de l'Institut Voilà, qui était existe vraiment toujours. qui existe Oui. toujours. Où il y a un internat aussi, Et ce un qui est internat. très intéressant pour les étudiants qui viennent de plus loin. Voilà, et où sont toutes les formations, beaucoup de formations en santé. Il y a 1000 étudiants aussi sur l'Institut C'est Gernez énorme. Rieu. Et une vie étudiante dont vous allez pouvoir nous parler un petit peu, Zoé, puisque vous êtes présidente de l'Association des étudiantes sages-femmes de Lille. Exactement. Donc on a une association qui fait un peu office de BDE et qui gère le côté événementiel des études en proposant des moments de cohésion notamment. Et notre association ne propose pas que ça. On a également des stands de prévention. On a un pôle de tutorat qui permet d'accompagner les étudiants, que ce soit sur les cours théoriques mais également sur les travaux techniques. Les points forts de la formation, c'est qu'on a une formation qui est... on a des petites classes, donc il y a un côté un peu familial. On se connaît presque tous. On a une alternance de stages et de cours qui est assez agréable et qui permet de tout de suite mettre en pratique nos acquis et d'apprendre assez facilement. Bien, merci beaucoup, Zoé. Et on le rappelle, vous êtes étudiant et étudiante à l'Université de Lille. Donc, vous disposez également de l'ensemble des, alors je dirais avantages, mais de tous les services aussi de l'université. On peut parler du sport, de la culture. C'est très important de le rappeler. L'école se situe au CHU, mais le CHU et l'université sont très proches. Et n'hésitez pas à bénéficier de cette vie. Vous allez un petit peu parfois à des ateliers de pratique culturelle ou faire du sport avec l'université? Exactement, surtout le sport de l'université. Oui. Avec l'école, on a 40 heures de duo optionnel à réaliser, que ce soit en association ou pour du sport. Et il y a des temps qui sont dégagés dans nos emplois du temps, donc ça permet vraiment de sortir aussi du cadre purement scolaire de nos études. Merci. Il y a des activités qui permettent justement d'être en interprofessionnalité déjà pendant les études. Les étudiants en sage-femme font le service sanitaire avec les autres étudiants en santé. Il y a un séminaire interprofessionnel Merci qui aussi. regroupe aussi les autres structures. Et on fait même des enseignements transversaux, par exemple en pharmacie, où sont associés les étudiants en diététique, en pharmacie et En en chirurgie dentaire, maïeutique. ouais. Voilà. Il y a vraiment... les étudiants sages-femmes sont vraiment à part entière étudiants de l'université. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes pour vos réponses. Et d'ici quelques instants, on va se quitter, nous, sur le plateau, mais restez avec nous parce qu'on va vous emmener à justement la faculté de pharmacie avec un petit duplex en direct pour découvrir ce qui s'y passe, et notamment les ateliers des étudiantes de la faculté de pharmacie. Restez en ligne et nous, on se retrouve à 13h30 avec le thème principal, pourquoi choisir l'Université de Lille. Allez, à tout à l'heure. Bon appétit.